Bienvenue à tous, on se lance dans une aventure spéciale aujourd'hui. Notre première édition internationale de Deep Dive, entièrement en français. Ah oui! Et pour cette première, on va explorer un sujet crucial pour tout entrepreneur. Comment avoir des conversations vraiment productives avec vos clients potentiels? Absolument. Vos clients potentiels. Et pour vous guider, on va plonger ensemble dans un livre qui cartonne dans le monde anglophone, The Mom Test de Rob Fitzpatrick. Ah oui, un classique. Vous nous l'avez confié. Et on est là pour décortiquer ces idées clés et vous aider à les appliquer ici, en France. Exactement. Pas besoin de traverser l'Atlantique. On vous apporte le meilleur des deux mondes. Tout à fait. Alors, vous vous demandez pourquoi The Mom Test, oui. Oui! Imaginez, vous présentez votre idée à votre maman. Elle va vous dire que c'est génial, même si c'est une catastrophe. Ah, ça c'est sûr. Le but du livre, c'est de vous apprendre à poser des questions qui vont au-delà de ces gentils mensonges Oui, et qui révèlent ce que les gens pensent vraiment. tout à fait. Ce que les gens pensent vraiment. L'idée, c'est de creuser pour obtenir des informations fiables. C'est comme une fouille archéologique. Si on utilise les mauvais outils, on risque de tout casser. Ah oui? Fitzpatrick propose 3 règles d'or pour réussir ce test. Et on va les adapter à notre contexte français. Parfait. J'ai hâte d'entendre ça. Quelle est la première règle, Laura? La première, c'est de parler de la vie de votre interlocuteur, pas de votre idée. Imaginez, vous voulez lancer une plateforme de location de bureaux. Ouais. Au lieu de faire un long discours sur votre concept révolutionnaire, commencez par demander au propriétaire quelle est votre plus grosse difficulté pour trouver des locataires. Concentrez-vous sur le problème, pas sur votre solution. Ah oui, ça évite de passer pour un vendeur de tapis dès le départ. C'est malin. Et la deuxième règle, La deuxième règle, c'est de privilégier les faits du passé aux hypothèses sur l'avenir. plutôt que de demander « Utiliseriez-vous une application pour gérer les cartes de fidélité des cafés ?» Demandez « Racontez-moi la dernière fois que vous avez galéré à retrouver une carte de fidélité. » On s'intéresse aux expériences concrètes, pas aux spéculations. C'est vrai. Ça permet d'ancrer la conversation dans le réel. On évite les peut-être et les faux. On verra. Et la troisième règle, c'est quoi le secret pour des conversations vraiment éclairantes? La troisième règle, et c'est peut-être la plus difficile à appliquer, c'est d'écouter plus que vous ne parlez. Ah, résister à l'envie d'interrompre, même si votre interlocuteur se trompe sur votre produit. D'accord? Ces malentendus sont précieux. Ils révèlent des informations cruciales sur ses besoins et ses attentes. C'est tellement vrai. Moi, j'ai tendance à vouloir tout expliquer tout de suite. Mais je comprends. Il faut laisser l'autre personne s'exprimer pour vraiment comprendre son point de vue. Et une fois qu'on a posé les bonnes questions, comment on s'assure d'obtenir des informations fiables? Parce que tout le monde n'est pas forcément honnête, hein? Ah, ça, c'est sûr. Et c'est là que ça devient intéressant. Même avec les meilleures intentions du monde, on peut tomber sur des informations trompeuses. Le livre appelle ça les mauvaises données. Et il en identifie 3 types. D'accord. J'imagine que les compliments en font partie ici. Oui. On est tous contents d'entendre « c'est génial ». Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont acheter notre produit fier? Exactement. Exactement. Un compliment, c'est flatteur. Mais ça ne vous dit pas si la personne est prête à passer à l'action. Donc, au lieu de vous laisser bercer par les compliments, recentrez la conversation sur des actions concrètes. Demandez par exemple, concrètement, comment intégreriez-vous ce produit dans votre quotidien? Ah oui, on cherche du concret. Et quels sont les deux autres types de mauvaises données? Il y a ce que le livre appelle le fluff, c'est-à-dire les paroles en l'air, les promesses vagues, les peut-être sans lendemain. Oui, par exemple, je pense que ce serait utile, je pourrais envisager de l'utiliser. Tout ça, c'est devant. Ah oui, on a tous entendu ce genre de phrases. Comment on évite de tomber dans le panneau? L'astuce, c'est d'ancrer la conversation dans le concret. Ramenez votre interlocuteur à des expériences passées spécifiques. Demandez, par exemple, quand avez-vous rencontré ce problème pour la dernière fois? Comment l'avez-vous résolu? D'accord. On recentre sur le passé pour éviter les spéculations sur l'avenir. Et le troisième type de mauvaises données, c'est quoi? Le troisième type, ce sont les idées. Oui. Les gens adorent donner des idées aux entrepreneurs. Ah oui. Vous devrez ajouter une fonctionnalité qui fait ci. Il faudrait que ça puisse faire ça. C'est très gentil. Mais attention, Oui, je vois le piège. On peut vite se laisser emporter par l'enthousiasme et perdre de vue notre objectif initial. exactement. L'important, c'est de ne pas se laisser distraire. Creusez les motivations derrière chaque suggestion. Demandez par exemple, pourquoi cette idée est-elle importante pour vous? Quel problème spécifique résoudre-t-elle? D'accord, on garde la tête froide. Et on recentre la conversation sur les besoins réels de nos interlocuteurs. C'est vraiment précieux tout ça. Merci beaucoup. Mais dites-moi,
Comment on fait pour identifier les questions vraiment importantes, celles qui peuvent faire ou défaire notre projet? Ah, excellente question. C'est là que ça devient encore plus intéressant. On va en parler dans la suite de notre deep dive. Restez avec nous. On a vu comment poser les bonnes questions. Mais maintenant, parlons des pièges à éviter, pour ne pas saboter nos conversations. Oui, parce qu'on peut vite tomber dans des travers sans s'en rendre compte, par exemple. J'ai remarqué que j'ai tendance à chercher l'approbation de mes interlocuteurs. J'ai envie qu'ils me disent que mon idée est géniale, même si ce n'est pas forcément le cas. Ah oui, ça c'est un piège classique. On a tous besoin de validation. Mais attention à ne pas biaiser les réponses. Si vous demandez « vous aimez mon idée », vous allez forcément influencer la personne. C'est vrai. Alors, comment faire pour éviter ça? Le secret, c'est de rester centré sur l'autre personne, au lieu de chercher à valider votre idée. Essayez de comprendre comment elle s'intègre dans sa vie, ses problèmes, ses besoins. Demandez par exemple, quel est le plus gros défi que vous rencontrez dans ce domaine? Ou encore, qu'avez-vous déjà essayé de faire pour résoudre ce problème? D'accord. On évite les questions fermées qui appellent un jugement de valeur. On cherche à comprendre le contexte et les expériences de la personne. Et je suppose qu'il faut aussi éviter de se lancer dans un pitch trop commercial. Exactement, quand on est passionné par notre projet, on a vite fait de se transformer en vendeur de tapis. On veut tellement convaincre qu'on en oublie d'écouter. Oui, c'est du vécu. J'ai parfois du mal à me retenir de parler de toutes les fonctionnalités géniales de mon idée. Mais je me rends compte que ça peut vite lasser mon interlocuteur. C'est ça. Le but de ces conversations, c'est d'apprendre, pas de vendre. Donc, retenez votre souffle et laissez l'autre personne parler. Vous aurez tout le temps de présenter votre solution plus tard, quand vous aurez vraiment compris ses besoins. Vous avez raison. Et si on se sent empêché, mais malgré tout, comment rectifier le tir chéri? Soyez honnête et transparent. Dites quelque chose comme « Oups, je me suis un peu emballé. Revenons à ce que vous disiez, j'aimerais vraiment comprendre votre point de vue. » D'accord. On s'excuse et on recentre conversation sur autre personne. C'est simple et efficace. Et justement, en parlant d'écoute, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il fallait écouter plus que parler. C'est plus facile à dire qu'à faire. Avez-vous des conseils pour devenir un meilleur auditeur? Le premier conseil, c'est de résister à l'envie d'interrompre. Laissez votre interlocuteur finir sa phrase. Même si vous pensez déjà avoir la réponse, chaque interruption est une occasion manquée d'apprendre quelque chose. Oui, je comprends. C'est frustrant de se retenir quand on a une idée brillante. Mais il faut laisser l'autre personne s'exprimer. Et si elle se trompe sur certains points, vous dépensez. Laissez-la parler, même si elle se trompe. Ce qu'elle dit peut vous apprendre des choses. Sur sa perception, ses attentes, ses craintes. C'est beaucoup plus précieux qu'un discours parfait, qui ne reflète pas la réalité. C'est vrai, on cherche la vérité, pas la perfection. Et une fois qu'on a écouté attentivement, qu'on a recueilli des informations précieuses, comment on passe à l'action? Comment on transforme ces conversations en relations commerciales concrètes? C'est là que la notion d'engagement entre en jeu. Il ne suffit pas de parler. Il faut obtenir des actions concrètes de la part de vos interlocuteurs. Demandez-leur de s'engager à tester votre prototype, à vous présenter un contact clé, à vous donner un feedback détaillé sur votre concept. Ah oui, on cherche du concret. Mais comment savoir si la personne est vraiment engagée? Ou si elle nous fait juste plaisir? Le livre propose une grille de lecture très intéressante pour évaluer le niveau d'engagement. Il parle des devises de l'engagement: le temps, la réputation, le risque et l'argent. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est une image très parlante. Vous pouvez nous donner des exemples? Bien sûr, si quelqu'un accepte de vous consacrer 1 heure pour tester votre prototype, il investit sa devise temps. S'il accepte de vous recommander à son réseau professionnel, il engage sa réputation. S'il est prêt à précommander votre produit avant sa sortie, il met en jeu sa devise argent. Plus la devise est forte, plus l'engagement est important. C'est très clair. Donc, au lieu de se contenter de promesses vagues, on cherche des signes tangibles d'engagement. On veut voir si la personne est prête à investir quelque chose de précieux dans notre projet. Exactement. Et si vous sentez des réticences, n'hésitez pas à creuser. Demandez par exemple, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager davantage? Ou encore, quels sont vos critères pour choisir un produit comme celui-ci? D'accord. On explore les freins et les motivations pour mieux comprendre le niveau d'engagement réel de la personne. C'est vraiment passionnant tout ça. Mais dites-moi, avec toutes ces conversations, on risque vite de se retrouver débordé. Comment s'organiser pour gérer efficacement ces rencontres et en tirer le meilleur parti? Excellente question. On va en parler dans la prochaine partie de notre deep dive. Restez avec nous. On a vu comment poser les bonnes questions, comment éviter les pièges, comment évaluer l'engagement de nos interlocuteurs, mais maintenant parlons de l'organisation. Avec toutes ces conversations, on risque vite de se perdre. Ah oui, c'est vrai. Entre les prises de contact, les rendez-vous, les relances, comment on fait pour garder le fil et s'assurer qu'on tire le meilleur parti de chaque échange? L'organisation, c'est la clé. Et le livre insiste beaucoup là-dessus. Avant chaque conversation, prenez le temps de la préparer.
Ne vous contentez pas d'improviser. Ayez un objectif clair en tête et définissez les informations que vous voulez obtenir. D'accord, ça paraît logique. Mais concrètement, comment on fait un? Par où on commence? Commencez par vous poser une question simple. Et quelles sont les 3 informations les plus importantes que je veux obtenir de cette conversation? Notez-les sur un carnet sur votre téléphone, peu importe. L'important, c'est de les avoir en tête pendant l'échange. Ah oui, c'est une bonne astuce. Ça permet de rester concentré sur l'essentiel. Et pour formuler ces questions, j'imagine qu'on applique les principes du même test qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. On parle de la vie de la personne. On se concentre sur des expériences concrètes. On évite les questions hypothétiques, mais n'oubliez pas de poser des questions difficiles, celles qui pourraient vous faire peur, celles qui pourraient remettre en question vos hypothèses de départ. Oui, je comprends. C'est pas toujours facile de se confronter à la réalité, mais c'est essentiel pour progresser. Avez-vous des exemples de questions qui fâchent comme ça, pour me donner une idée? Bien sûr, vous pouvez demander par exemple, quel est le plus gros problème que vous rencontrez dans ce domaine? Ou encore, qu'avez-vous déjà essayé de faire pour le résoudre? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ah oui, ça va droit au but. Et si la personne hésite à répondre, franchement, comment on fait pour créer un climat de confiance? Soyez transparent et authentique. Expliquez que vous êtes un entrepreneur qui cherche à comprendre les besoins de ses clients potentiels, que vous n'êtes pas là pour leur vendre quelque chose à tout prix. Dites-leur que vous appréciez leur honnêteté, même si leurs critiques sont difficiles à entendre. D'accord, on crée un lien de confiance en étant honnête et vulnérable. C'est une belle leçon. Et pendant la conversation, j'imagine qu'il est important de prendre des notes. Absolument. La prise de notes, c'est essentiel. D'abord, ça vous permet de garder une trace de l'échange et de ne rien oublier. Ensuite, ça montre à votre interlocuteur que vous êtes attentif à ses propos et que vous le prenez au sérieux. Oui, c'est vrai. Mais comment on s'y prend concrètement? Ordinateur. Dictaphone. Carnet tel. Le livre recommande d'utiliser un carnet et un stylo, tout simplement. C'est moins intrusif qu'un ordinateur. Ça vous permet de rester concentré sur la conversation. Et puis, il y a quelque chose de plus personnel dans les notes manuscrites. On les retient mieux. D'accord, je note. Et comment on organise ces notes pour qu'elles soient vraiment utiles? Vous pouvez utiliser un système de symboles pour catégoriser les informations. Par exemple, un smiley pour les émotions positives, un visage triste pour les émotions négatives, une ampoule pour les idées, un cadenas pour les obstacles. Ah oui, c'est malin. Ça permet de visualiser rapidement les points clés de la conversation. Et une fois qu'on a toutes ces informations, comment on les exploite, Cote? L'étape suivante, c'est l'analyse. Prenez le temps de relire vos notes, de dégager les tendances, les points de convergence, les contradictions. Qu'est-ce que vous avez appris, Qu'est-ce que vous devez approfondir? Quelles sont les prochaines étapes? D'accord. On analyse, on synthétise, on réfléchit aux actions à mettre en place. C'est un processus continu. Et surtout, on n'a pas peur de se remettre en question. Exactement. L'important, c'est d'apprendre et de progresser. Ne voyez pas les critiques comme des échecs, mais comme des opportunités d'améliorer votre projet. C'est un message très encourageant. Merci beaucoup pour tous ces conseils précieux. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette première édition internationale de Deep Dive et qu'ils mettront en pratique les enseignements du Mom Test pour avoir des conversations plus productives et plus éclairantes avec leurs clients potentiels. N'hésitez pas à nous partager vos expériences et vos questions sur les réseaux sociaux. On adore échanger avec vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers entrepreneurial, toujours avec notre touche française. À bientôt.